on peut être sensible. Finalement, c'est une approche, c'est le milieu qu'on aime sain. Donc même si on a peur des requins, enfin individuellement, j'ai hyper peur des requins, et pourtant, je veux des requins dans l'océan. Vous voyez, donc je pense qu'il y a aussi une approche globale de la santé d'un écosystème. Je pense que les Italiens le voient et le ressentent encore plus fortement que nous, parce que nous, on a une côte atlantique qui est quand même en meilleure santé que la Méditerranée. Mais quand on va en Méditerranée en été, les Italiens, ils ont produit des guides, parce qu'il y a tellement de méduses du fait de la surpêche. On a tellement surexploité les poissons et les différents niveaux de la chaîne trophique des poissons, qu'en effet, ça laisse la place au gélatineux qui prend la place dans les écosystèmes. Et on voit, il y a des guides pour savoir par quelle méduse on s'est fait piquer, parce que c'est inévitable en fait. Donc on arrive dans cette eau surchauffée, parce qu'évidemment avec le changement climatique, plus les pollutions telluriques, plus les problèmes qu'ils ont en effet avec la mafia, la gestion des déchets, donc tous les sacs plastiques qui flottent sur la terre comme sur la mer, qui rentrent dans le milieu marin, etc. Et il n'y a plus de poissons, il n'y a plus rien de vivant, et ça fait des espèces de soupe d'algues. On se dit, oui, en effet, la fin du monde, elle est là. Enfin, elle est devant nous. On peut passer d'un milieu d'une richesse incroyable et en quelques décennies, tout démater. Et c'est ce qu'on a fait en Méditerranée. Et donc, on est dans ce scénario catastrophe sur les côtes italiennes. Pour moi, c'est le résultat, en effet, de cette pression des humains sur un milieu fermé qui n'arrive pas à s'en remettre. On voit, il n'y a plus, une étude qui a montré qu'on a perdu 96 à 99,99% des requins. Alors, comment on peut l'évaluer ? Comment est-ce qu'on peut l'évaluer ? Parce que finalement, on en sait peu sur cette biodiversité-là. Donc, j'imagine qu'on en sait peu aussi en termes d'espèces, de quantité d'espèces. Est-ce qu'on est capable de dire ce que c'est que cette biodiversité aujourd'hui ? Oui, c'est une très bonne question. C'est évidemment beaucoup plus dur de compter des poissons qui bougent dans un milieu invisible, en gros, que des arbres qui sont là. Et pour les faire disparaître, c'est compliqué dans la nuit. Les poissons, ça bouge et c'est sous l'eau. Donc... mais on a quand même d'abord différentes méthodes sur lesquelles on met des marges d'incertitude, mais on a un travail qui est vraiment de l'anthropo. En fait, on va aller parler avec des gens qui ont la mémoire pour essayer de chiffrer et de documenter ce qu'on appelle le glissement de paradigme. Donc c'est le concept du shifting baseline qui est vraiment important. Je pense que si d'ailleurs il y a un truc à retenir de ce que je vais dire aujourd'hui, je pense que c'est le glissement de paradigme. Donc, en anglais qui s'appelle Shifting Baseline, et il y a un très bon site internet qui s'appelle d'ailleurs Shifting Baseline, où on montre, et c'est le phénomène dont on est tous victimes, c'est la perte de mémoire. C'est qu'on ne se rend pas compte, parce que le changement se produise à l'échelle d'une vie. On ne se rappelle plus, à moins que quelqu'un vienne nous dire « Madame, c'était comment quand vous étiez petite au bord de l'eau ?» Et là, vous dites « Mais c'est vrai qu'il y avait des poissons, mais c'est vrai qu'il restait des trucs. » Et on a oublié l'abondance qui était celle d'hier, finalement. Parce que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Si on arrivait dans notre maison de campagne et qu'on voyait partout des écureuils, des sangliers, au matin, au réveil, dessert, on serait complètement affolés. Tellement il y aurait de faune en fait, alors que cette interaction avec la faune, elle se faisait évidemment de façon courante avant. Et donc on s'est habitué progressivement à une perte de tout. On s'est habitué à la prégnance de la pollution dans nos écosystèmes. Ouais. On s'est habitué à Pékin, ça leur paraît normal de mettre un masque. En fait, c'est tellement anormal de ne pas mettre de masque aujourd'hui, tellement c'est pollué. Je me souviens, une fois, pour mon expo, je suis arrivée à Pékin. Mon expo sur C'était quelle expo ? C'était l'expo donc, mon expo suite à sur votre les livre. abysses. Ouais. Ouais. Donc c'était Abyss. Et je suis descendue donc, dans la rue et en fait, il y avait tellement... En fait, j'ai dit, mais il y a un feu. Donc, je parle un peu le chinois. Donc, je dis au chauffeur taxi, je dis, mais il y a un feu ? Il me dit, non, il n'y a pas de feu. Mais c'est la pollution quotidienne qui est tellement épaisse. Non, mais c'est le représenter qu'on ne voit pas au bout de la rue. Mais donc, c'est pas la pollution comme quand on arrive à Los Angeles et qu'il y a le smog qui recouvre la ville. Là, c'est genre au niveau de la rue. C'est irréaliste, en fait. Et donc, on arrive à s'habituer même à ça. En fait, donc, nous, on arrive à Pékin, on est choqués. Quand on grandit à Pékin, au fur et à mesure, cette norme se déplace et on arrive au stade où, en effet, on achète un truc pour filtrer l'air dans son appartement, pour équiper les enfants avec des masques, pour si ça saute, parce que voilà, on s'est habitué à ce truc-là. Et c'est ça le shifting baseline. Et ça fait quoi à l'échelle individuelle ? Qu'on glisse sur nos paradigmes, on glisse sur nos référentiels, et à l'échelle collective, ça fait une amnésie. Ça fait une amnésie collective de ce que le monde était et pourrait encore être, et de ce qu'on accepte et qu'on ne devrait peut-être pas accepter. C'est exactement ce qui se passe avec notre insensibilité qui se développe sur les SDF et les migrants. C'est-à-dire qu'à force d'enjamber des familles qui dorment dans la rue, cette altérité-là, elle est tellement violente pour nous, en fait, elle nous démate.
dans notre économie individuelle et émotionnelle, que du coup, on s'insensibilise. Et puis on voit bien que le truc poussé à l'extrême, ça donne l'Italie qui va jouer sur les peurs de l'autre. Enfin, on retombe dans le truc complètement médiéval. Et donc c'est la même chose, on glisse sur nos paradigmes. Et on ne doit pas laisser faire ça. On ne doit pas non plus laisser le système nous insensibiliser simplement parce que le système n'est pas apte à répondre aux enjeux qui sont autant écologiques qu'humains, et il ne faut plus jamais délier ces deux choses-là. Et la pêche industrielle se fait très souvent avec des chalutiers, donc des bateaux de pêche qui ont des filets lestés qui raclent les fonds. Donc dans l'absolu, le chalutage, c'est quand même une idée un peu mauvaise, on ose le terme, en fait complètement anachronique aujourd'hui, mauvaise déjà quand c'est apparu, mais dès l'apparition du chalutage, au Moyen-Âge, les pêcheurs traditionnels se sont dit « mais ne faites pas ça, vous êtes fous furieux ». Et pourtant, évidemment, on n'arrête pas le progrès, entre guillemets, c'est-à-dire l'efficacité technologique du rendement. Donc ça s'est déployé. Et c'est tellement efficace parce qu'on attrape tout et on fait le tri à bord du bateau. Donc une gabegie, en fait, aujourd'hui, qui paraît complètement insensée. Et pourtant, ça reste le modèle de pêche dominant aujourd'hui en Europe et dans le monde. Et donc le chalutage, à force de racler, à force d'attraper tout et n'importe quoi et de dévaster les écosystèmes marins, on a évidemment déchiqueté les fonds. Vraiment, hein, il faut s'imaginer ces espaces tridimensionnels qui sont structurés par des organismes vivants, que ce soit des moules, des coraux, etc. Et les poissons, donc les populations de poissons ou d'invertébrés. Donc ça, on est allé très très loin dans la dévastation de tout ça. Et dans cette course, en fait, à attraper tous les poissons, on arrive à un moment où il n'y en a plus assez pour que ça fasse sens avec des méthodes de pêche traditionnelles. Donc on doit aller plus loin, chercher de nouveaux poissons. On va de plus en plus profond chercher de nouveaux poissons et on attrape aussi de nouvelles espèces. Donc on fait entrer sur nos marchés des espèces nouvelles qu'on accepte parce qu'en fait un poisson à la fin, quand il est découpé en filets blancs, on s'en fiche un peu en vérité en tant que consommateur. Et du coup, il y a eu cette triple expansion des pêches au niveau mondial. On est allé plus loin, plus profond pour aller chercher des nouvelles espèces de poissons. Et on est allé dans les océans profonds. Et donc là, c'était le summum de l'absurdité de l'anthropocène, on peut dire, où on voit en effet l'homme qui déploie cette machine de guerre, cet énorme bateau industriel de 50 mètres qui envoie des kilomètres de câbles et des filets gigantesques qui raclent tout et qui vont déchiqueter là des animaux, des coraux qui sont multimillénaires, donc des coraux qui ont le record de longévité animale sur Terre. C'est combien d'années? C'est 4700 ans. Donc on est vraiment sur des coraux très très anciens qui sont dévastés en un clin d'œil en fait par notre technologie. Tout ça pour attraper des poissons qui sont assez maigres parce que dans les grandes profondeurs, jusqu'à 2000 mètres, on allait chercher les poissons. Il n'y a pas grand-chose à manger. Donc, ils sont avant tout, ils ont d'ailleurs une ergonomie. Hein. On voit bien que leur adaptation physiologique, ils ressemblent un peu, ils ont un peu des queues de serpent comme ça, parce qu'ils ne peuvent pas aller vite. Enfin, ils vivent dans un milieu où il y a peu à manger, il n'y a pas de nourriture, etc. Donc, c'est un métabolisme ralenti globalement. Et là, on arrive avec nos machines de guerre, on prend tout, on dévaste tout, on remonte ces poissons qui ont peu à manger, on les filette et on les met sur les étals des supermarchés. Tout ça sur fond de fonds publics, donc d'argent public qui est donné à ces entreprises de pêche, parce que sans argent public, sans subvention publique, ça marche pas. Ça n'existe. Non, mais c'est que ça n'existe même pas. C'est ça la beauté de notre monde. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un cas de figure où, sans l'argent public qui a permis de la construction de ces engins, de ces énormes bateaux industriels. Il y en a très peu d'ailleurs de ces bateaux. Ces bateaux de pêche profonde, il y en a 300 dans le monde. Sans l'argent public qui permet une surcapitalisation sur des engins de pêche qui sont complètement absurdes, il n'y a même pas l'outil de travail, il n'existe même pas. Et en plus, les opérations, parce qu'on paye, vous savez, le gasoil est détaxé pour les opérateurs. Donc il y a une détaxe gasoil qui en fait génère un manque à gagner pour l'État. Donc on leur paye aussi leur facture de gasoil. Alors on leur paye des tas d'astuces, parce que je ne vous dis pas que dans le milieu de la pêche, les lobbies de la pêche industrielle savent vraiment faire un truc, c'est ciseler comme il faut, un petit programme de financement pour que l'Europe et l'État, les administrations, souvent complices, leur fassent un chèque en blanc pour aller détruire l'environnement. Et donc on s'est battu contre ça. Donc on a obtenu gain de cause. Mais en vérité, c'est vrai, tout le monde nous présente le truc comme une victoire. Ouais, vraiment une victoire. Mais en fait, nous, quand on a gagné, on s'est effondré en larmes. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, ça faisait 8 ans qu'on a sacrifié 8 ans de vie, mais un niveau que je ne peux même pas vous raconter parce que c'est indécent tellement on est allé loin dans la destruction de nos propres organismes. On est arrivé dans un tel état déchiqueté de fatigue
8 ans de combat, où on sacrifie nos enfants, nos week-ends, nos vacances, nos soirées et les nuits. Parce que c'est pas juste des soirées, travailler jusqu'à minuit, c'est travailler jusqu'à 2h, 3h, 4h du mat. Épuisé. Et au bout de 8 ans, tout le monde est là genre, ouais, vous êtes les plus forts. On dit, mais c'est quand même pas normal. Ça, c'est pas normal. On a passé 8 ans pour obtenir ce truc-là qui est un miracle. En plus, c'est un miracle non reproductible. Que je sois claire, non reproductible, parce qu'on a fait ça à 3 nanas dans un bureau pourri, on était au bout de notre fatigue et tout, on l'a fait avec des collègues européens qui, eux, ont réussi quand même à mobiliser un peu aussi dans les autres pays. Nous, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de recommencer ça. On essaye avec la pêche électrique, parce que maintenant, ils mettent de l'électricité sur les bateaux. Donc, parce qu'il n'y a plus de poissons, donc il faut bien les faire sortir du sédiment, parce qu'il n'y a plus moyen d'attraper les poissons. Donc, au lieu de convertir tous les engins de pêche, on est là dans ce truc qui est complètement destructeur. Et en fait, il faudrait recommencer. Donc pendant que nous, on se battait contre la pêche profonde, ils étaient en train d'inventer la pêche électrique. Ce qui est encore plus absurde dans le cas de la pêche électrique, c'est qu'elle est interdite par l'Union européenne. Elle était interdite. Elle était interdite, elle a été remise petit à petit. À cause du lobbying d'un État, c'est les Pays-Bas, donc c'est les pêcheurs industriels néerlandais qui ont des chalutiers, donc je vous décrivais, qui sont ultra destructeurs. Et comme il n'y a plus assez de poissons, ils dépensent quand même beaucoup de gasoil, vous imaginez, donc beaucoup d'argent pour racler là. Et donc il faut quand même avoir des poissons pour que l'opération vaille le coup. Quand il n'y a plus assez de poissons, ça ne vaut plus le coup. Donc ils sont en faillite. Donc quand ils sont en faillite, on va dire, voilà, vous êtes arrivé au bout de votre modèle économique, vous voyez bien, ça ne marche plus. Vous avez épuisé les fonds publics, vous avez détruit l'environnement et vous avez détruit les poissons. Donc maintenant, fin de la partie quand même, on va penser conversion, on va penser méthode de pêche correcte, etc. Non, c'est reparti pour un tour. Lobbying auprès de la Commission européenne des Pays-Bas, forcené entre eux. Et alors là, je ne peux même pas vous dire qui sont les lobbies. Parce que vous voyez, les industriels et l'État, c'est consanguin. Vous voyez, donc c'est l'État qui fait lobbying avec l'ambassade des Pays-Bas à Paris. C'est les Pays-Bas, c'est aussi la grande distribution, non, j'imagine. La grande distribution, ça dépend. En l'occurrence, là, non. Sur la pêche électrique, pas du tout, non. Donc là, c'est les Pays-Bas, c'est les pêcheurs néerlandais qui disent d'ailleurs que c'est une pêche écologique. Hein. Oui, bien sûr. De toute façon, la bataille, c'est comme fumer, c'est bon pour la santé. Hein. Dans les années 50, on vous disait ça. Hein. Puis on vous disait après, à partir du moment où il y avait une corrélation entre le tabagisme et les cancers du poumon, ils vous disaient non, c'est parce que vous avez du plomb dans vos peintures domestiques, changer de peinture, enfin, créer le doute et dire n'importe quoi, c'est un business. Enfin, d'ailleurs, il y a des agences qui font ça, qui sont rémunérées. Il paraît que d'ailleurs, les industriels sont en train d'étudier toutes nos campagnes parce qu'on est en train de sortir un gros truc sur les subventions. Et il paraît qu'ils sont en train d'étudier nos campagnes pour utiliser nos méthodes pour pouvoir nous fermer le clapet, quoi. Mais on se battra avec vous, d'ailleurs, j'espère. Je vais vous déprimer, hein. Je vous préviens. Hein. Je vais vous enfoncer le moral, mais il y a des solutions, ça s'appelle l'action quand même. Hein. Mais je pense vraiment, du coup, j'ai une connaissance, je pense maintenant, je peux parler avec légitimité des institutions que je pratique au quotidien. Non, on n'est pas seul. On a avec nous l'opinion publique. C'est-à-dire vous, nous, quoi. Enfin, les gens normaux. Toutes les opinions publiques, par exemple les Néerlandais aussi, ils sont derrière. Même les Néerlandais, en fait, ils ont beau être travaillés comme ça par les lobbies à l'intérieur de leurs médias. Les citoyens qui sont un tout petit peu câblés, évidemment, ils se disent ça marche pas trop leur truc. Donc, on a l'opinion publique. C'est-à-dire, on a les gens avec nous, les vraies personnes qui pensent que non, c'est pas une bonne façon de faire, que ça va bien d'utiliser l'argent, la richesse de notre travail et des secteurs de l'économie qui produisent des richesses pour faire n'importe quoi et détruire l'environnement. On a avec nous les pêcheurs artisans. Donc les pêcheurs, parce qu'en plus, il faut imaginer qu'un pêcheur artisan français de Boulogne ou de Dunkerque ou de voilà, ces gens-là. Ils ont des petits bateaux, ils ont une entreprise familiale, c'est un homme, une femme, des enfants. Ils font vivre ça, fois X7, fois des centaines de familles. Ces types-là, ils ont des pratiques de pêche propres. C'est-à-dire qu'ils ont, par exemple, ils mettent des filets, au lieu d'avoir ces énormes filets tirés, là, les chaluts, ils ont des filets fixes qu'ils relèvent. Ils ont du coup 6% de rejet. Ils rejettent 6%. Ça vous paraît beaucoup, c'est rien. Les chalutiers néerlandais, ils rejettent 70% du contenu de leur filet. Donc on a, à côté des chalutiers industriels, on a des types... C'est de l'artisanat, là, pour le coup. Vraiment des artisans qui ont leur filet de pêche, qui font de la pêche propre, qui capturent 6 fois plus de poissons pour 1 litre de gasoil consommé que les chalutiers industriels néerlandais. Ces types-là sont en train de faire faillite. Mais au jour le jour, ces types-là viennent avec nous au Parlement. Au Parlement, on a gagné un vote au Parlement en janvier 2018
littéralement en travaillant nuit et jour. Donc pendant 3 semaines, j'ai dormi 2 à 3 heures par nuit. Je vous dis pas dans quel état j'ai terminé mon équipe. Il y a un type qui a filmé, qui dit je vais filmer votre aventure, c'est trop dingue et tout. Mais il allait se coucher au bout d'un moment. Il était genre là ça va pas le faire quoi. Il a pas tenu sur juste une semaine. Nous on a tenu ce rythme-là. J'ai un collègue, il est rentré chez lui au bout de 3 semaines pour se laver et changer de fringue quand même parce que je lui lavais ses vêtements. Mais il a pas pu quitter mon appart. C'était le QG, on nous apportait à manger. Mon mari nous faisait à manger, il mange. Le délire, on ne se représente pas ça. C'est la guerre. On fait le siège, on gagne, truc de fou avec les pêcheurs artisans. La veille, donc imaginez que ces pêcheurs artisans payent une cotisation pour leur comité des pêches, qui est supposé porter leur voix, porter leurs préoccupations, leurs intérêts, défendre leurs intérêts. Et alors leurs intérêts, en plus, en l'occurrence, très nets face au lobby industriel néerlandais. Le comité des pêches va dans les médias dire on est contre la pêche électrique, comme Macron, hein, on est contre et tout. Et puis par derrière, ils écrivent aux députés français la veille du vote au Parlement européen pour dire votez pour la pêche électrique. Donc vous imaginez cette trahison. C'est ce truc-là qu'on vit. Alors, est-ce qu'on est seul ? Ouais, en fait, on est hyper seul. Parce que ceux qui sont supposés représenter nos intérêts, nous, collectifs, l'intérêt général, nous trahissent en permanence. Pas tous. Il ne faut pas tous les mettre dans le même bain. Quand vous dites ceux qui sont... C'est-à-dire mais ça peut être tous, ça peut être nos élus. Enfin, les élus européens. Mais les élus européens. Alors, sauf qu'il faut bien... On ne va pas mettre tout le monde dans le même sac parce qu'on a aussi des élus nommément. Il y a eu Yannick Jadot de Europe Écologie et Younous Omarjee de la France Insoumise qui se sont vraiment mobilisés avec nous. C'est grâce à eux qu'on a aussi gagné le vote. Et pas que plein d'élus qui ne vont pas vous parler plus que ça, mais dans différents pays européens. Parce que n'oublions pas qu'il y a quand même 28 pays. Donc, quand on fait campagne, il faut quand même juste démultiplier, quoi. Donc, on a quand même gagné un vote. Mais un vote parce que ceux qui n'ont pas le choix, par exemple les élus de droite français, auxquels on n'a pas laissé le choix, parce qu'on a créé un espace médiatique. L'opinion publique est avec nous. Ils se disent, bon, à quelques mois des élections européennes, il ne serait pas de bon ton que je vote, alors que le vote va être public, il ne serait pas de bon ton que je vote contre l'interdiction de la pêche électrique quand même. Donc ils votent pour. Mais par derrière, ils dézinguent tout notre travail. Donc c'est exactement ça. Et ce truc-là, ça ne se raconte pas parce qu'il n'y a pas de traces. C'est un crime sans trace, en permanence. Et donc on se bat contre des machines ultra puissantes, ultra connectées, qui en permanence passent et ne sont pas, donc les bons dans la partie, ne sont pas majoritaires. C'est pour ça que moi je m'engage politiquement maintenant. J'étais journaliste, je me disais on va informer le monde et ça va changer le monde. Bon, bah non. Alors je vais m'engager en étant à l'extérieur du pouvoir parce que je reste pure, j'appartiens à personne. On m'a proposé 45 000 fois de faire. J'ai toujours dit non à la politique. Donc, parce que justement, je veux cette radicalité. Les chiffres, c'est les chiffres. Vous n'allez pas me dire qu'ils rejettent moins. Non, ils rejettent 70%, ce n'est pas une bonne idée, etc. Donc, en restant à l'extérieur. Et en fait, quand le système est grippé de l'intérieur et qu'à côté de ça, il y a le GIEC qui nous dit, alors pour ceux qui avaient oublié, mais maintenant, on est en mode compte à rebours. Vous avez jusqu'à 2030 pour faire les changements systémiques, structurels. Sinon, c'est mort. Sinon, c'est pas la catastrophe, c'est l'apocalypse. Donc voilà, j'ai fait une table ronde avec Jean Jouzel pour le Festival du Monde et en coulisses, il me disait on ne sait plus comment s'adresser au pouvoir public, on ne sait plus quoi dire. Nous, les climatologues, on ne sait plus quoi dire. C'est dingue quand même. Donc on se dit ok, donc là, en fait, il ne s'agit plus de rien d'autre que de saisir l'urgence, qui est non seulement planétaire, parce qu'en gros, c'est la fin du monde bientôt, mais c'est aussi la fin de la démocratie, parce que évidemment, sur la base de cette incurie des pouvoirs existants, mais on se fait siphonner tout notre espace démocratique par des populismes montants ultra bien structurés pour faire ça, pour aller voir les gens qui disent on est trahi, il y a de la corruption, mais à un niveau qu'on ne peut même pas dire publiquement. Alors, oui, il y en a, mais c'est pas pour ça qu'on devrait accepter ce niveau-là de corruption. Un exemple, c'est les Pays-Bas et la Commission européenne. Les Pays-Bas qui viennent voir la Commission européenne en 2006 en leur disant « Bon, nous, notre modèle, c'est mort, on ne gagne pas d'argent, on a beau détruire l'environnement, les poissons ne rentrent plus dans les filets. Il nous faut des électrodes. » Alors, pardon. Et donc là, la Commission européenne qui dit « Ouais, mais bon, la pêche électrique, c'est interdit en Europe quand même. » Ah ben, c'est pas grave, vous n'avez qu'à faire une petite exception. À votre bon cœur, quoi. Allez, au bon cœur de la Commission européenne qui, en catimini, sur un règlement... TAC et quota, donc un règlement quota de pêche, je peux vous dire que les États, en fin d'année, ils pensent qu'à leur quota, là. Donc, le règlement quota de pêche, il est épais comme ça. En annexe, bang, je te passe une petite exception à la pêche électrique. Et le tour est joué. Et on se retrouve avec la pêche électrique, ce qui est quand même un scandale absolu. Et voilà où on en est du niveau de la corruption. Alors, donc, on a une corruption morale qui est rampante. On a une pêche inacceptable
destructrices au même titre que les explosifs, d'ailleurs, qui sont interdits dans le même règlement, qui se retrouvent autorisés. Et à partir de ça, c'est le diable qui va se mettre à peu près dans tous les détails. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a autorisé un truc qui n'était pas autorisé, qui était destructeur, et bien après, on a le droit d'aller réclamer des subventions publiques. Donc, on siphonne des millions d'euros. Donc, l'argent qui aurait pu servir justement à convertir ces méthodes de pêche, à changer le modèle économique de ces flottes de pêche destructrices, non, on s'entête, on s'enferre et on leur envoie des millions d'euros qui empêchent non seulement, qui continuent à alimenter cette destruction de l'environnement et qui empêchent la conversion. Et qui, au passage, fait des énormes dégâts sociaux parce que ceux qui trinquent, bon, au-delà des écosystèmes marins, ce sont les pêcheurs artisans. Donc voilà, alors maintenant on est dans ce truc-là, on pourrait dire, bon, donc ça y est, on a compris la pêche électrique, il fallait une ONG s'est mobilisée, c'est nous avec d'autres, en Europe, maintenant, les pêcheurs et tout, vous avez compris. Non, on continue. C'est-à-dire que Macron s'est affiché contre la pêche électrique. Tout le monde a dit voilà. Et alors, comme on n'écoute que les discours de Macron sans regarder les actes, nous, on a dit ben voilà, que se passe-t-il ? Qu'est-ce que la France a fait pour gagner l'interdiction de la pêche électrique ? Rien. Donc nous, on parle aux 27 autres États membres que la France, et on parle en effet à la Pologne, à l'Italie, à l'Allemagne, à tous, sauf en fait pas 27 parce qu'on ne parle pas aux Pays-Bas. Pour être honnête, bon, ça, on n'est pas vraiment en accord, et ni reçu d'ailleurs. Mais donc on parle à tout le monde qui nous disent, bah, c'est marrant. Ah non, la France, on les a pas entendus. Alors ils ont dit qu'ils étaient contre, mais la logique politique de l'Europe, c'est partir avec son bâton de pèlerin et aller se battre politiquement, donc avec des forces diplomatiques, dans un conseil, le Conseil de l'Union européenne, qui est le lieu de la bataille politique, pour dire, voilà, je vais former une majorité qualifiée, il suffit que j'ai l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, l'affaire est pliée. C'est pas les Pays-Bas qui sont quand même un tout petit pays, et le nombre de votes qu'on a est proportionnel à la population. Ouais. Donc vous imaginez bien qu'on écrase les Pays-Bas si on veut. Alors ils font d'un point de vue public pas que des super chouettes trucs, mais c'est un peuple, on n'a rien contre le peuple, hein. Quand j'entends les Pays-Bas, c'est pas assez au sens vraiment force diplomatique sur la pêche électrique. Enfin, je veux pas que ce soit sorti du contexte, hein. Mais on fait ce qu'on veut en fait, et on n'a rien fait. Donc on n'est que dans cette gestion de la politique, c'est la gestion de l'affichage. Je gère mon écosystème de perception par le grand public, qu'est-ce qui va me coûter, pas me coûter, je m'affiche là où il faut, et allez raconter, vous imaginez le temps qu'on a là en radio, expliquer comment ça fonctionne l'Europe, comment en effet Macron a dit qu'il allait faire quelque chose et il n'a rien fait, et donc on est en train de perdre, et donc la pêche électrique va passer. Voilà ce qui est en train de se passer au niveau européen, mais on n'a pas l'espace pour expliquer aux Français, oubliez les discours, regardez les actes. Donc on a mis une chronologie des actes de Macron sur l'écologie et la solidarité, parce qu'on ne veut pas dissocier, parce qu'on pense que si on continue à dissocier en silo la question de l'évasion fiscale et l'écologie, on n'aura jamais les moyens de payer la transition et d'avoir un monde qui est juste, solidaire, hein, qui permet de loger des SDF, et ça nous coûterait in fine moins cher de loger des SDF que de laisser des pans entiers de la société partir dans un vide psychique et matériel, quoi. Alors nous, on fait en tant qu'association, bien sûr, on parle avec tous les partis, on discute avec tous les partis. Alors pour être honnête, pas vraiment le FN, parce que ils viennent toujours récupérer les éléments de langage au dernier moment, juste pour apparaître. Et je déteste cette démarche-là d'opportunisme. Mais on travaille avec des partis différents. On a travaillé avec tous les partis. Alors, évidemment, on cherche encore, parmi les Républicains, quelqu'un qui porterait l'écologie. Alors, on ne l'a pas trouvé. Peut-être qu'on n'a pas eu de chance, mais ça fait quand même 13 ans qu'on cherche. Donc, voilà, moi, l'idée de dire que les partis de droite sont capables de prendre la question de l'écologie, et que, oui, j'entends, les gens, même ma grand-mère, et tout, elle me dit, mais ça ne devrait pas être politique, au sens politicien. Mais ça l'est. Je veux dire, et il faudrait que ça ne le soit plus. Il faudrait en effet qu'il y ait une responsabilisation globale des citoyens et des entreprises pour dire, en fait, quand il y a péril fondamental, hein, au niveau du vivant, et quand il y a un péril démocratique en plus, qui vient quand même s'ajouter au péril fondamental, ça fait un peu beaucoup. Peut-être qu'il est temps de se responsabiliser, c'est-à-dire de prendre nos responsabilités fiscales déjà. Et ensuite de dire, on va fixer un cap, et le modèle de l'individualisme qui est quand même intimement lié à l'ultralibéralisme n'a plus lieu d'être. Il nous a menés à notre perte. Il est en train de nous mener à notre perte. Et donc ça, il faut le remettre en cause radicalement, à l'échelle individuelle. Parce qu'un modèle de réussite qui n'est basé que sur sa réussite individuelle, alors que le monde s'effondre autour de soi, je ne sais pas ce que ça vaut, cette réussite-là. J'ai interpellé le MEDEF, d'ailleurs, sur Facebook hier,
parce que ça m'a chauffé les oreilles, mais en fait, je ne sais pas si vous avez suivi que donc, le MEDEF, l'homologue européen du MEDEF s'appelle Business Europe, donc le MEDEF européen s'appelle Business Europe, et ils ont, en fait, leur stratégie sur le climat a fuité. Donc, ils ont leur note de travail, donc toute leur stratégie. Et leur stratégie, c'est d'accueillir, donc avoir des beaux éléments de langage, pour accueillir avec faveur et même enthousiasme, je trouve ça enthousiasme, les objectifs contraignants de réduction des gaz à effet de serre. Et à côté de ça, la vraie stratégie, c'est de tout dézinguer. C'est-à-dire de faire en sorte que les objectifs ne soient pas contraignants. Donc, et ça, c'est immoral. Je ne sais pas, je ne trouve pas d'autres mots. Pour moi, ça, c'est immoral. Et donc, j'ai interpellé le MEDEF pour leur dire, mais votre business model à vous, les entreprises, quand vous enjambez des gens qui crèvent et que le monde va à sa perte, c'est quoi la réussite? Parce que moi, je suis pas de la même nature, quoi. Je comprends pas ça. Et vous ne le comprendrez pas longtemps parce que on est parti dans une logique de ghettoisation dans ce cas. Et donc les super riches pourront peut-être en effet se mettre à l'abri. Oui, se protéger, ouais. Mais quelle faute morale. Mais on ne peut pas. Donc moi j'en ai dit, là il faut vraiment un réveil. On va dire, ok, moi je veux bien qu'on dise, allez, on passe l'éponge sur tout, mais maintenant on fixe un cap. On fixe un cap de responsabilisation morale et fiscale pour aller vers de la justice sociale et écologique. Donc je pense en effet que la question est ultra politique. J'ai 44 ans, je suis hyper crevée, mais j'ai encore de l'énergie. Donc je me dis, je vais peut-être pas en avoir 100 ans. Hein, donc il faut qu'on change le monde maintenant. On a le compte à rebours, il est enclenché, c'est le GIEC qui nous l'a donné, c'est 2030. Donc c'est maintenant ou jamais. Donc on ne pourra pas dire, mais voilà, on ne peut pas dire aujourd'hui il est trop tard. Non, il n'est pas encore trop tard, mais on pourra bientôt dire il était trop tard. Il est trop tard. Et ça, il n'est pas question de l'accepter. En tout cas, moralement, je ne vais pas l'accepter. Et je vais pouvoir dire à ma môme ou à mes enfants, j'ai fait tout ce que je pouvais. On a essayé de se mettre à plusieurs, à plein, à nous les Français et les citoyens du monde, pour faire barrage à la montée des périls, qu'ils soient démocratiques ou environnementaux. Les Verts, ils évoquent des choses qui vont, je ne sais pas quoi. Alors moi, je me suis dit, tiens, pendant un an, j'ai essayé de dire aux gens, mais votez selon les actes, regardez les actes. Les Verts, c'est propre, la France Insoumise, c'est propre et tout, mais les gens disent, ah non, la France Insoumise, c'est Mélenchon, il est fou, et les Verts, c'est des coupeurs de texte. Enfin, vous voyez, les gens, ils ont quand même des segmentations. Et j'ai essayé, et pourtant, les Verts, c'est vraiment bien, enfin, ce qu'ils font, c'est bien, mais ils n'arrivent pas à appeler à un grand rassemblement, à ce qu'il faut, quoi, face au péril. Donc je pense qu'il faut qu'on se mette, nous, citoyens, dans un mouvement politique, mais qu'on ose dire c'est politique, mais qu'on le fasse nous, et que tous viennent s'ils veulent après, mais que nous, on dise ce qu'on veut, que nous, on fixe le cap, que nous, on dise qu'il y a l'urgence. Et on n'a pas envie de laisser le monde partir à volo tel qu'on le connaît, juste parce qu'on ne s'est pas mobilisé. Et je peux vous dire, je vous garantis que mes journées et mes nuits étaient déjà hyper pleines. Là, elles vont l'être encore plus. Non, mais elles le sont. Je ne peux pas faire plus. Sans vous, on ne pourra pas faire plus. On a besoin de tous s'y mettre. C'est vraiment un truc, il faut qu'on soit dans le collectif, quoi. C'est le moment ou jamais. Parce que si on rate ça, mais il ne nous restera que nos yeux pour pleurer, quoi. Et ça, pour moi, ce n'est pas une option. Voilà. Et donc, on est allé au bout de ce système-là, et on attendait justement d'un président de la République qui se présentait nanana, là, ni droite, alors, ni champion de la Terre. Non, champion de la Terre, vraiment, ça, c'était la pire journée de 2018. Vraiment, ça, c'était vraiment pas possible. Il faut vraiment qu'il ait réussi sa com à l'étranger pour qu'on arrive à ce niveau-là d'enfumage. Les discours devant les Nations Unies sont toujours efficaces. Du discours, évidemment, on ne juge que les discours. Alors, tant qu'on juge les discours, voilà. Il nous donne la feuille de route, Yann Algan. Il nous dit, voilà, notre société française souffre d'un mal, un mal chronique qui s'appelle la défiance. Et on est champion dans les pays de l'OCDE quasiment sur la défiance. C'est pas que la France, parce que la défiance, on la voit augmenter partout, dans toutes les démocraties. Elle augmente partout, mais vraiment, nous, on est hyper champions. On est champions parce qu'on a aussi des corps constitués qui gouvernent le pays. Et donc, il y a une espèce de côté ancien régime où on pense que quelques personnes ultra cultivées peuvent décider pour l'ensemble que nous sommes. Et de verticalité. Et une verticalité qu'on va retrouver du coup dans l'entreprise et tout. Et donc, on se défie de tout le monde, en gros. Et nous, les champions, on se défie de nos voisins, on se défie de notre boss, on se défie des élus, etc. C'est quand même complètement dingue. Et en fait, il montre, lui, que quand on est dans une société de défiance, les impacts socio-économiques sont négatifs. Alors que quand les gens se font confiance, évidemment, ça a des retombées économiques qui sont positives. Donc, on a tout intérêt, ne serait-ce que par économie personnelle,
la confiance, c'est quand même plus cool, juste comme régime individuel. Quand on est dans la confiance, on vit quand même déjà mieux. Oui. Et en fait, donc, ça veut dire transparence, ça veut dire des structures de concertation qui sont plus ouvertes. Et donc, ne serait-ce que la transparence, ça crée de la confiance. Et donc, nous, imaginez, ça fait 3 ans qu'on se bat contre l'administration française juste pour récupérer les données de subventions publiques données au secteur de la pêche. Mais 3 ans que l'administration est récalcitrante. Et nous trouve tous les prétextes possibles et imaginables pour ne pas livrer les fichiers. Mais c'est quand même dingue. On parle de notre argent, là. Mais donc, à un moment donné, vous voyez, ça, c'est des exercices, en fait, et chacun là, au niveau individuel, ça crée de la colère et de la défiance. Et c'est pas normal. Donc ça, en fait, l'ensemble, je peux le prendre... Tout est allé trop loin. Là, on est au point de rupture. C'est pour ça que, tant pis pour le confort, il faut y aller, quoi.